Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de partager avec vous ce moment d'échange, de conversation entre Jean-Noël Pancrazy et Grégoire Delacour, ainsi que le titre de la rencontre vous l'indique, Frères-sœurs, portrait d'un amour infini. C'est la complexité des liens avec, dans un cas, un frère disparu et dans l'autre, avec une sœur atteinte de maladie que nous allons explorer. Frères ou sœurs, dont vos romans à tous les deux, à défaut de pouvoir empêcher la disparition, essayent de conjurer l'effacement. C'est un terme sur lequel je pense on reviendra au cours de la conversation. Je vous propose de procéder en deux temps. On va faire un petit moment d'échange chacun sur vos livres et puis ensuite on ouvrira un petit peu notre débat parce qu'il y a énormément de choses qui relient vos deux livres. Je commence par de très brèves présentations. Grégoire Delacour, vous avez longtemps exercé le métier de publicitaire. Votre premier roman, L'écrivain de la famille, qui était paru aux éditions Lattès en 2010, vous a valu 5 prix littéraires. Suivront La liste de mes envies, La première chose qu'on regarde, toujours aux éditions Lattès, ou bien encore Danser au bord de l'abîme, et puis Mon père en 2019. Un jour viendra, Couleur d'orange, est paru cette fois-ci chez Grasset en 2020. Je voudrais mentionner encore L'enfant réparé en 2021. Et le dernier, celui dont nous allons parler aujourd'hui, Polaroid du frère, est paru aux éditions Albin Michel. Jean-Noël Pancrazy, né à Sétif, vous avez quitté l'Algérie en 1962, vous êtes agrégé de lettres modernes, collaborateur au Monde, membre du jury du prix Renaudot. Vous êtes l'auteur notamment des Quartiers d'hiver, un roman paru en 1990 qui avait reçu le prix Médicis. Auteur également de Madame Arnoux en 1995, de Tout est passé si vite en 2003, un roman qui vous a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française. La montagne en 2012. Et puis, Je voulais leur dire mon amour en 2018. Mais c'est le dernier, Quand s'arrêtent les larmes, qui vient juste de paraître, dont nous allons parler aujourd'hui. Et tous vos romans sont parus chez Gallimard. Moi, j'ai un petit sifflement. Je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez. Bon, on a le même, alors. Je pense que ça vient probablement du micro. Voilà, mais ça a l'air de s'atténuer. Donc, voilà, tout va bien. Grégoire Delacour, j'ai envie de commencer avec vous parce que vous exposez... Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, vous avez dit Grégoire Delacour. Oh, Delacour. C'est juste une petite lettre. En plus, il y a celui de micro qui marche pas, ouais, tout est fait. Oh, c'est une conjuration. Mais oui. Qu'est-ce qui marche? Tu peux lui prêter ton micro 5 minutes. Merci Jean-Noël. À plus. Merci Jean-Noël. Ah voilà. Donc, il y a un des 3 micros qui ne fonctionne pas. Il y a de l'estime. Donc je corrige la petite lettre. Ce n'est pas un T, c'est un C. Non mais Tours, c'était joli. Il y a eu un Quentin qui était très bien. Oui. Ah, non, c'est bien. Appelez-moi Quentin et puis on va faire la rencontre. Dépêchez-vous, mesdames, ça commence. Allons-y. Alors, donc un peu de sérieux maintenant. Vous exposez d'emblée dans votre roman un projet qui est un projet assez fascinant d'un point de vue littéraire, puisqu'il s'agit de gaver d'images et de mots, c'est votre expression, l'épouvante de l'effacement. Et votre roman, qui est d'ailleurs désigné comme un roman photo et qui est découpé en albums, comme ceux dans lesquels on colle des photographies, se présente comme une série d'instantanés de vie qui tentent, alors dans le plus grand désordre chronologique, qui tente de reconstituer la totalité de ce qu'a été donc un frère disparu. C'est sur cette tentative de lutter contre l'épouvante de l'effacement que j'avais envie d'abord de vous interroger, parce que c'est une tentative bien sûr impossible, mais à laquelle vous parvenez en inventant, je crois, une forme littéraire qui vous permet de l'approcher. Donc elle n'est pas impossible. Elle reste impossible parce que l'épuisement, on peut pas aller au bout. Mais il y a quelque chose, il y a en tout cas une tentative qui est très intéressante. On a combien de temps? Parce que je ne sais pas si j'ai... Ça va être... D'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que la littérature est aussi là pour pérenniser beaucoup de choses, pour rendre immortelles des choses et des gens. C'est Duroy qui disait à la fin de son merveilleux livre, Le Chagrin,
qu'il n'a rien trouvé d'autre et de mieux que les livres pour garder auprès de lui les gens qu'il aimait. Donc ça, je pense que c'est important de se dire aussi qu'un livre, ou l'art en général, bon, mais un livre, parce que nous, on sait faire des livres, si je faisais de la peinture, j'aurais fait une peinture ou une série de toiles, permet de façonner, de retrouver, de conserver, de diffuser, de partager quelqu'un. Donc ça c'est important. Alors oui, l'effacement, dans mon cas, il est très ancien, puisque mon frère et moi, nous ne nous étions pas parlé depuis plus de 30 ans. Pour des raisons, voilà, on ne va pas en débattre maintenant, sauf si on en parle tout à l'heure. Non, puis je voudrais quand même vendre un ou deux livres, donc si je dis trop de choses, ça rassurez-vous, on ne dira pas tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se parlait plus, et qu'il m'est arrivé quelque chose d'une découverte importante dans ma vie, qui est l'abus de mon père, et donc je le raconte dans L'Enfant réparé, et au même moment, je voyais un psy, j'avais besoin de quelqu'un pour sortir d'autres mots que la littérature ou qu'une page ne pouvait pas accueillir. Il y a aussi un facteur humain important. Et donc, j'écrivais des mots que je ne disais pas, ou je disais ce que je n'écrivais pas, etc. Au même moment, et ce psy qui était assez incroyable, très lacanien d'ailleurs, m'a dit écrivez-lui un mot à votre frère. Parce qu'évidemment, ça faisait 30 ans et je m'interrogeais, est-ce qu'il a eu la même bousculade que moi par notre père et tout. Et je lui ai envoyé un mot à mon frère, sans mettre mon adresse, sans rien, je ne voulais pas de retour. Puis un deuxième mot, et j'ai su par notre sœur qu'il avait été extrêmement bouleversé par ça. Et la démarche du psy, c'était de me dire, dites-lui qu'il existe encore à vos yeux, votre frère. C'est important, parce que mon frère, vous verrez dans le livre, a une vie pas facile, et une vie triste. Vous savez, ces gens dont on peut dire qu'ils avaient tout pour eux, et puis finalement, ils n'ont rien eu du tout. Et le jour de son anniversaire, je lui ai envoyé à manger, j'habitais à l'étranger, je lui ai envoyé, aujourd'hui c'est facile avec Internet, il n'avait jamais reçu un repas de fête comme ça. Il était bouleversé, il reçoit des gens qui viennent amener à sa maison des repas, un repas et des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que envoyer des mots sans rien attendre en retour, ça ressemble à s'y méprendre à une forme d'amour. Inviter quelqu'un à déjeuner, c'est partager quelque chose d'important qui relie à la mer, qui relie à la terre, qui relie à tout ça. Et puis je savais que j'allais le retrouver. Je savais que le moment était venu, qu'on se relie. Et il est mort. Il y a 3 ans, chez lui, l'été, on l'a retrouvé au bout de 12 à 14 jours, d'après les gens qui l'ont retrouvé. Donc avec une scène d'ouverture, d'ailleurs, du roman qui est assez terrible et assez frappante, parce qu'on retrouve... Elle est crue, elle est vraie, elle est crue. Elle est la vérité, c'est-à-dire qu'un corps qui reste dans la chaleur comme ça pendant 12, 14 jours et 14 nuits, c'est pas très joli, c'est pas comme dans les films où les gens sourient un petit peu, même morts. Il y a quelque chose de très laid, que la littérature doit aussi affronter ça, et quand c'est moche, on doit dire que c'est moche, il n'y a pas à embellir ce qui ne le sera jamais. Et donc il est mort, et j'ai dit je vais repartir de ce corps mort, tout le début du livre, comme un sculpteur qui met ses mains dans la glaise, qui se salit, qui va aller chercher quelque chose dans ce qui est apparemment de la laideur pour le reste du monde, et qui va en sortir une forme, une chose splendide, qui est la vie d'un homme qui est passé. Et c'est ça, cette démarche de ce livre. Vous réparez un lien, puisque vous le disiez à l'instant, il y a eu une séparation de plus de 30 ans entre les deux frères. Et en même temps, je trouve qu'il y a une question récurrente dans le roman qui est passionnante, qui est celle de savoir pourquoi un frère rêve toujours de la mort de son autre frère. Comme s'il était vraiment très difficile d'être deux, en tout cas plus d'un, à l'intérieur d'une famille, quand ce sont deux frères notamment. Parce qu'il y a une sœur qui arrive après, mais ça c'est... On s'en fout. Oui. Non, mais c'est vrai. Ce qui compte, c'est les deux frères. En l'occurrence, ça s'appelle Polaroid du frère, pas Polaroid de la sœur, puis elle ne ferait pas de livre. Mais non, c'est plaisant. Non, mais je ne sais pas pour les autres, parce qu'on ne peut pas généraliser, je me méfie toujours de ce qu'on prête aux autres qui nous est arrivé. En ce qui nous concerne, mon frère et moi, c'était compliqué, cette idée. Et je renvoie à la phrase de Gide qui disait « Je ne veux pas être aimé, je veux être préféré ». Et c'est tout le problème de la fratrie. En plus, mon frère avait moins d'1 an de moins... Enfin, on est nés dans la même année, quoi. Et je me souviens un jour lui avoir dit c'est drôle, maman, elle t'embrasse toujours en premier le soir avant d'aller se coucher. Elle te préfère, quoi. Elle t'embrasse en premier. Il m'a dit oui, mais toi, elle t'embrasse en dernier pour s'endormir avec ton odeur. Et en fait, c'était terrible parce que les chagrins des deux côtés, je veux dire, les deux ont raison. Et quand on est parent, on est foutu de toute façon. On est foutu parce que moi j'ai 4 enfants, c'est-à-dire des 3 de trop. Mais si on en regarde un peu plus longtemps que l'autre, c'est embêtant. Il faut faire vachement attention. Un enfant,
à un moment, il est le centre du monde, il est le monde, il est l'union de deux personnes, il est quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'avec mon frère, il y a toujours eu inconsciemment cette débat inconscient d'être vu, d'être aimable, d'être beau aux yeux de ses parents. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment, on ne veut pas la mort, parce que, bon, en l'occurrence, si, mon frère a voulu pour moi, mais voilà, on bouscule, on aimerait bien que le frère il soit... Voilà. Et ça crée des normes. Bon, ça date de Caïn et Abel, je ne vous l'apprends pas, mais c'est important ce lien. Et c'est très, très difficile parce que les parents sont très démunis par rapport à ça. Vous disiez beau, ça aussi c'est un motif qui revient extrêmement souvent dans le roman. Il se trouve que ce frère était très beau. Une beauté presque insolente, de ce type de beauté qu'on peut parfois porter comme un fardeau. Et comme c'est un homme qui avait un tempérament mélancolique et qui était très, très solitaire, vous dites à un moment que les chagrins ont fini par boxer son beau visage. En tout cas, c'est un homme qui est tombé à force d'avoir accumulé des chagrins. C'est le poids des chagrins qui l'a emmené, qui l'a entraîné. Je pense que quand vous avez un papa qui vous fait autant de mal aussi longtemps, ça aide pas à donner de la confiance en soi. Ça ramène notre propre corps à un morceau de viande, à quelque chose qui a plus de respect, puisqu'il est un caprice, un adulte, un prédateur. Et je pense que moi, ça a duré beaucoup moins longtemps que mon frère. Et je pense que lui, ça l'a détruit dans le rapport qu'il avait à son corps, à sa beauté, à son élégance, à son charme. Et là, je m'en suis rendu compte plus tard, quand j'ai regardé, essayé de retrouver des éléments de sa vie, toujours été attiré par les gens plus disgracieux, plus abîmés eux-mêmes, pour leur donner ce qu'il avait de beau, et aussi parce que quand on a des corps abîmés, il y a un langage, il y a quelque chose qui permet de se retrouver comme des animaux, comme quelque chose qui ne s'explique pas et qui donne une sorte d'humanité, du chagrin entre eux. Et en écrivant le livre, j'ai aimé encore plus mon frère pour ça, au lieu de profiter, d'abuser de quelqu'un de beau pour dire tiens, je vais prendre toutes les jolies filles du coin. Non, les jolies filles évidemment étaient attirées par lui. Je m'en souviens quand on était jeune, moi, elle me voyait même pas. De toute façon, ça faisait chier, quoi. Mais il a jamais été attiré par la beauté de l'autre. Il a été attiré par les corps bousculés, blessés, parce que je crois que ça lui permettait d'aimer le sien aussi et d'offrir ce qu'il avait de plus beau à ses yeux, à donner, un corps abîmé. Il y a dans ce roman, on en dit juste quelques mots, il y a une sœur, mais qui ne change rien. En fait, sa présence ne répare pas le lien entre les deux frères. On peut dire ça comme ça. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est elle qui, le jour de la mort du frère, le jour où il l'appellera elle au téléphone pour dire qu'il est tombé, parce que c'est une chute qui a entraîné sa mort. Elle ne répondra pas. Elle qui a toujours répondu, ce jour-là, elle ne répondra pas. Voilà. Pour ce qui est des parents, alors il y a la mère qui est toujours désignée de ce seul nom, mère, parce que ça dit son élégance. C'est une femme très élégante. Et puis il y a le corbeau. Alors mère, c'est mon frère qui un jour l'a appelée mère, qui à la fois la mettait à distance tout en la sublimant. Parce que je crois qu'il aimait beaucoup notre mère, il avait un peu peur d'elle, parce qu'elle était dans son quotidien, elle le ramassait comme on ramasse un chiot ou un englué ou un oiseau mazouté. Elle voulait absolument qu'il vive. Et donc à chaque fois qu'il tombait, c'est elle qui trouvait sur son chemin. Donc il y a cette désignation comme ça, mère, et c'est vrai que j'ai gardé ce nom qu'il lui donne dans le livre. Et le corbeau, oui, c'est le nom que je donne au père, dû à notre père dans le livre, mais de façon inconsciente, et je crois on a certains écrivains, enfin moi peut-être, Jean-Noël aussi ou d'autres, parfois des mots, des choses qui viennent d'elles-mêmes. Et je me souviens d'une rencontre au Touquet à propos de ce livre, et il y a une dame qui m'a dit, elle était psy apparemment, m'a-t-elle dit, elle a dit pourquoi vous l'avez appelé le corbeau? Je ne sais pas. Sérieusement, je ne savais pas, comme l'aigle noir, Barbara appelait l'aigle noir son père, moi c'est le corbeau. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez dire le mot? Alors je dis, oui, le corbeau, est-ce que vous pouvez le dire lentement? Je dis, le corbeau. Elle dit, voilà. Mm-hmm. Et le corbeau, c'est celui de l'enfant. Mm-hmm. Et plus tard, pour éviter une répétition, j'ai appelé le corvidé, qui est un synonyme de corbeau, et c'est la même chose. Et c'est terrifiant, parfois, comme les mots... Il pousse en vous d'une façon extrêmement précise, presque chirurgicale, pour dire au-delà de ce qu'on pense que la littérature peut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de truc. On n'est plus dans le truc, on n'est plus dans la phrase, on est dans la réalité la plus magnifique, qui est celle que les mots délivrent par eux-mêmes, quoi. Donc voilà pourquoi il s'appelle le corbeau.
Une dernière chose que j'aimerais souligner, parce que ça va nous amener vers Jean-Noël, c'est la place. Alors c'est un sujet qui a l'air d'être secondaire, mais que je trouve vraiment important dans le roman. C'est la place des guerres. Il y a la guerre d'Algérie pour le père, pour le corbeau, et puis il y a le service militaire en Allemagne pour le frère. Et dans les deux cas, on comprend bien que ce sont restées toutes les deux des zones d'ombre, en tout cas des réalités, des périodes sur lesquelles les mots n'ont jamais été posés. Et donc là, on voit ce que les guerres font aux hommes. C'est en arrière-plan, mais on voit les pouvoirs de destruction de ces moments-là. Oui, alors très très rapidement, pour laisser la place à Jean-Noël et à son merveilleux livre. Mon père a fait 3 ans en Algérie, comme mes oncles et tout. C'était des beaux gamins de Valenciennes, du Nord. Ils sont partis à 18-19 ans, ils sont revenus 3 ans après. Jamais aucun d'eux n'a répondu à mes questions de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont été amenés à faire, etc. Je me souviens juste de ma mère qui m'a dit, quand ton père est revenu, il n'a plus jamais ri. Et il avait donc 22 ans. Il n'a plus jamais ri. Et mon frère a passé son service militaire. Moi, j'ai été exempté, filou que j'étais déjà. Et lui, il est parti en Allemagne en 1 an dans les machins autour des chars. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les mecs qui courent là autour des chars, enfin qui vont se faire bouffer en premier. Et il a adoré ça. Et il s'est retrouvé avec un monde qu'il ne connaissait pas, avec des gens qu'il ne connaissait pas. À l'époque, le service militaire avait aussi une fonction très socialisante en France, de faire se rencontrer des gens de tout niveau social, de toute éducation. Et il s'est retrouvé avec des bagarreurs, des filous, des types qui avaient arrêté l'école à 14 ans, qui travaillaient déjà. Et lui était élégant, éduqué, il avait eu son bac D à l'époque, donc il voulait faire bactériologie, un truc très... Il était très prometteur, il a vu un versant du monde qu'il ne connaissait pas, une violence, de l'alcool, et les filles, tout ça en Allemagne, et il a profondément aimé ça. Et quand il est revenu, il n'était plus le même, sa part d'ombre avait déjà gagné des choses, mais je crois qu'il ne faisait que tirer la couverture d'ombre que mon père avait mis sur lui. Jean-Noël, c'est par l'Algérie qu'on va rentrer dans votre dernier livre. D'ailleurs, dans vos romans, en fait, ce lien avec l'Algérie est constant, et on le retrouve ici à travers les scènes d'enfance, des scènes d'enfance qui ont été vécues à Batna, avec Isabelle, votre sœur, à qui est entièrement consacré ce livre. En fait, ce lien avec l'Algérie, vous le dépliez en permanence, parce qu'il semble totalement inépuisable, un peu comme s'il y avait une sorte de trésor caché là, et il se trouve que ce trésor caché, vous l'avez partagé avec Isabelle quand vous étiez enfant. Quand on est enfant, on partage des trésors en général. Et là, c'est ce lien avec l'Algérie dans laquelle vous avez grandi tous les deux. Oui, je crois que si l'inspiration s'arrête un jour, ce qui peut être le cas, il restera toujours le trésor de l'enfance. Pour un écrivain, c'est très important. Il y aura toujours un endroit où retourner. Cet endroit, c'est évidemment l'Algérie, où j'ai passé mon enfance avec ma sœur Isabelle. Et le livre est ponctué de ces souvenirs d'Algérie, qui sont ambigus, parce que l'Algérie, c'est à la fois la grande lumière, la liberté de la rue, d'une enfance très précoce, et c'est en même temps l'Algérie de la guerre, puisque c'était pendant ce qu'on a appelé au départ les événements et qu'on a appelé ensuite guerre. Donc c'était une enfance à la fois menacée par les attentats, par les violences diverses, et une violence où il était nécessaire avec ma sœur d'être 2. Chez Grégoire, ils sont 3, nous on était 2. Et on n'avait pas le choix d'une certaine manière, puisqu'il y avait la violence à l'extérieur de la maison, et il y avait de la violence aussi à l'intérieur de la maison, puisque mes parents ne se sont jamais entendus. C'était des scènes épouvantables tous les jours. Et donc, le seul ressource que l'on avait, déjà enfant, c'était d'être unis, de former une petite cabane d'affection, parce que c'était une manière de nous défendre, une sorte de stratégie affective contre le monde extérieur et aussi contre le monde de la maison. Et ce lien-là a duré pratiquement toute la vie. Mais c'est vrai que l'Algérie est très profondément ancrée en moi. J'ai écrit plusieurs livres sur l'Algérie.
c'est quand même mon pays. Et surtout, le regard que l'on a sur le monde, c'est celui de l'enfance. Il ne change pas ce regard. Je ne crois pas, Grégoire sera d'accord avec moi, on a ce regard, bien sûr, les traits se sont considérablement déformés du visage, etc. Mais on a ce regard-là. On a, je dirais, cette distance avec le monde. Elle s'est forgée dans ces années-là. On ne change pas dans ce regard-là sur le monde. Quel qu'il soit, Quel qu'il soit, oui. Voilà, quel qu'il soit. Alors là, dans le roman, la construction alterne entre des moments d'évocation du passé, donc en Algérie, et puis le présent. Et le présent, c'est celui de la maladie d'Isabelle, puisque le motif principal, c'est le fait que donc Isabelle est malade, on vient de lui diagnostiquer un cancer, et donc vous partez la rejoindre et passer du temps auprès d'elle. À Perpignan, c'est un autre lieu extrêmement fort du roman, parce que Isabelle a fini par s'y installer, mais en fait c'est la ville dans laquelle la famille est arrivée au retour d'Algérie. C'est la ville où la mère a vécu. Et c'est cette ville qui, dans un premier temps, les a ignoré la famille, parce qu'ils étaient un peu suspectés d'être des étrangers démunis. Et cette ville, elle se transforme petit à petit dans le roman pour devenir une sorte d'abri pour la maladie, finalement. Oui, j'avais envie d'écrire un jour sur ma sœur, parce qu'elle n'apparaissait que comme une figurante dans tous mes livres. Et il y a eu un jour cette annonce de son cancer, et je suis allé immédiatement la rejoindre pour assister et pour l'accompagner dans les traitements successifs qu'elle a subis, qui se sont heureusement bien passés. Et donc il y a un autre lieu dans le livre et dans mes livres, c'est Perpignan. Vous savez, je crois qu'un écrivain, on parle toujours de l'influence de l'histoire, mais il y a l'influence de la géographie. C'est très important, les lieux. Moi, j'ai toujours écrit à partir des lieux. Et les lieux changent selon le regard que l'on a aussi sur ces lieux. C'est comme des histoires d'amour qu'on en a avec les villes. Alors au début, Perpignan, c'était pour moi, qui est très au sud, c'est la ville la plus au sud de France, c'était pour moi une ville du Nord. Tellement c'était le retour d'Algérie. C'était très difficile parce qu'on n'avait plus rien. On était parti avec, c'est pas simplement une image, la réalité avec 2 valises. On arrive en terre catalane. Ma mère était d'origine catalane quand même, il faut le dire, mais vraiment sans savoir où aller. Mon père avait perdu son travail, c'était la catastrophe totale. Donc je détestais cette ville. Et il y avait en plus cette tramontane constante. Et même en été, il me semblait que ce vent était froid. Et donc je voyais tout cela en gris. Je voyais une ville vraiment presque minière, je dirais. Et au fil du temps, vous voyez qu'on peut changer aussi de regard sur les êtres, on peut changer aussi de regard sur les villes. J'ai trouvé que la ville, peu à peu, semble lisser, qu'il y avait des fleurs le long de la basse. Et de fait, la ville s'est embellie. Ce n'est pas simplement une interprétation. À tel point que ma sœur Isabelle, qui avait les mêmes souvenirs que moi, ça sera un thème important, nous avons les mêmes souvenirs, la même densité des souvenirs, la même caractéristique des souvenirs, est allée y vivre. Et une ville qu'elle a d'abord détestée, comme moi, est allée revivre dans cette ville pour aller y passer sa retraite, là, depuis 5 ans. Donc vous voyez qu'en quoi la géographie influence les vies. Mais c'est une ville importante, bien sûr, mentalement et géographiquement pour elle. Quand vous dites nous avons les mêmes souvenirs, il y a quelque chose dans le roman moi, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Vous dites à un moment qu'au fond, elle aurait pu reprocher à son frère de l'avoir dépossédé de sa mémoire. Parce que c'est lui qui a tout raconté à sa place, en l'occurrence le romancier, qui a tout raconté, qui s'est fait le messager de l'enfance. Mais en fait, elle est toujours restée quand même la petite sœur. Elle a toujours gardé sa place de petite sœur, une forme de modestie qui la caractérise. Oui, alors, c'est vrai, très très longtemps, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je me suis dit, mais moi, je me suis donné le droit de raconter notre enfant, de raconter notre départ d'Algérie, le retour, la maison, du stand. Et elle, je ne lui ai pas laissé la possibilité d'écrire. Bon, il se trouve que je suis écrivain, ou que je suis devenu, j'ai essayé de devenir écrivain. Mais quand même, je l'ai privé de quelque chose. Et donc ce livre, c'est aussi une manière de lui rendre sa place, à elle.
et ses souvenirs à elle. Il se trouve que ces souvenirs sont à peu près les mêmes, qu'on a la même interprétation du comportement des parents, du comportement aussi politique de l'époque. Donc ça lui redonne sa place. Il y avait un autre problème. Tout à l'heure, Grégoire a employé le terme de place. Évidemment, la place du frère était très importante dans le livre de Grégoire. Et là aussi, la place de ma sœur, qui ne me paraissait pas être la bonne place. Parce que vous savez, les enfants sentent tout et comprennent tout. Et quand ma mère, quand il lui arrivait de sortir, disait toujours « Mon fils est réussi à l'école ». Moi, je travaillais beaucoup, tout simplement parce que pour aller au cinéma le dimanche, c'était ma récompense. Il travaille beaucoup, il réussit. Tandis que ma fille, elle passe son temps à s'amuser. Et Isabelle, bien sûr, entendait ça. Elle disait « Ces résultats ne sont pas mirobolants ». Et ça m'a... Je serais rentré sous terre. Je me disais, mais pourvu qu'elle ne continue pas, qu'elle s'arrête de dire ça. Et moi-même, je disais, mais non, j'avais envie de dire, mais moi, je suis un cancre, je ne sais rien. Mais les résultats sont terribles. Et vraiment, j'ai très, très longtemps souffert de cela. Vous voyez, il peut y avoir une souffrance à l'inverse, parce qu'on disait trop de bien, contrairement à Grégoire. Et donc, je voulais qu'on m'excuse. Et je me demande si, aujourd'hui encore, je ne cesse pas de m'excuser d'avoir usurpé presque une place que je ne voulais pas mériter. Donc, ce livre est une manière aussi de lui rendre sa place à elle, qui est très importante, parce que ma sœur est très intelligente, elle est très passionnée de beaucoup de choses. Donc, c'était une manière de lui rendre cette place que ma mère lui a pas donné. Parce que ce qui est important, c'est pas simplement le regard, c'est aussi la déclaration des parents, vous savez, aux voisins, aux voisines, surtout en Algérie, les voisins, les voisines, le quartier, ça comptait énormément. Mon fils, ma fille, etc. Donc voilà, mais bon, on n'est plus en Algérie, il n'y a plus le quartier, donc les choses quand même ont changé. Mais un livre, c'est une manière, non pas de changer les choses, mais peut-être de réparer, oui. Mais cette question des places, Grégoire, elle est vraiment importante. Il se trouve que vous êtes tous les deux les fils aînés, et en tant que fils aînés aussi, les deux qui prenez la parole par l'écriture. C'est vous qui faites le récit familial. C'est une forme de pouvoir considérable, le fait de pouvoir dire ce qu'a été l'histoire familiale. Oui, mais écoutez, dire l'histoire familiale, mais on en dit aussi les mauvais côtés. Ah oui, mais ça ne veut pas dire que... C'est-à-dire que le frère aîné n'est pas là pour idéaliser cette enfance-là, au contraire. Et même ma sœur, une fois, m'a dit, comme ça, dans une librairie, on lui disait, mais vous exagérez. Elle m'a dit, non, mon frère n'exagère pas, il était au-dessous de la vérité. Ça m'avait frappé, cette phrase d'elle. Mais oui, quelle était votre question, c'était C'était pas une question, vraiment. C'est quelque chose qui vous est commun à tous les deux et qui est effectivement frappant en tant qu'enfant aîné, ayant aussi le pouvoir de la parole. Mais voilà. Au fond, vous voyez, dans le fond, on ne sait plus qui est l'aîné. À force de la vie. On ne sait plus qui est l'aîné. Moi, je ne sais plus, des fois, je suis plus petit que ma sœur. Parfois, c'est ma sœur qui, par son dynamisme, son envie de vivre, m'a tiré vers le haut. Donc, elle a joué le rôle d'aîné. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça. On n'est pas l'aîné à vie. De même qu'on peut être le parent de ses parents. On peut être le père de son père à un moment donné, ou et le père de sa mère, parce qu'ils sont arrivés à un moment où il faut protéger. C'est la façon de protéger qui fait que l'on est l'aîné ou pas. Mais ça, selon la vie, il y a des situations où on est plus petit que l'autre. Pour rester sur cette question de la place, Grégoire, chez vous, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'écart d'âge entre vous et votre frère est si faible qu'il y a presque une forme de gémellité, finalement. Vous auriez pu être des frères jumeaux dans le meilleur sens du terme, avec un désir de tout partager, et ça n'a pas été le cas du tout. Excuse-moi. Non, c'est oui et non. En fait, à l'évidence, mon frère est ce qu'on appelle un accident.
Et c'est très embêtant de comprendre ça. Et je pense qu'après mon arrivée, mon père, après la guerre, voilà, il faisait partie de cette génération, petite bourgeoisie du Nord. Alors, tu parlais de ville minière pour Perpignan, je vais t'inviter à Valenciennes. On va aller à deux, tu vas voir les corons, on va signer là-bas, on sortira tout noir, on sera tout vieux et tout. Si. Non, mais c'est terrible. Non, parce que quand il parle de ville minière Perpignan, c'est terrifiant. Il marche maintenant. Ça serait mieux. Il marche, voilà. Oui, voilà. Et voilà, donc, le fait que mon père ait eu un fils, c'était encore cette tradition où on a un garçon, ça y est, on a un père, il y a une famille. Moi, je me souviens, j'ai eu 3 filles avant d'avoir un garçon. J'habitais un petit village dans le Vexin, à 50 km de Paris. Et à chacune des naissances, la boulangère disait alors c'est quoi? Comme c'est quoi, un chiot ou un petit oiseau? Je dis c'est une fille. Oh là, presque mon pauvre monsieur, quoi. Et je vous parle de ça jusqu'en 95. Et en 97, quand mon nain est né, enfin le nain, vous un petit garçon, il était petit, maintenant grand, j'ai dit c'est un garçon. Elle a dit mais qu'est-ce que vous devez être content, enfin. Mais c'était terrifiant de penser ça. Et je vous dis ça, il y a 28 ans. C'est-à-dire 28 ans, une boulangère de marine dans le Vexin pensait que de ne pas avoir de fils ne faisait pas de vous un mec, quoi. Et donc mon père, je suis sûr que quand je suis né, ça lui allait. Après, il avait une chose décorative qui fut ma sœur et qui rendit ma mère heureuse. Mais l'arrivée de ce frère accidentel à 11 mois de ma naissance, c'est compliqué. Parce que ma mère, je me suis dit, c'est pas facile pour elle non plus de retomber enceinte aussi vite à l'époque. Elle avait 22 ans quand je suis né. Et mon frère, évidemment, il n'avait pas... Voilà, c'est un imprévu, on a dû faire avec. Alors oui, on peut dire, ils me l'ont collé comme un jumeau, mais ça l'était pas, parce que je marchais, il venait de naître, donc c'était compliqué, il y avait une vraie différence, parce qu'entre un enfant d'1 an et de 0, ou de 2 et de 3, il y a pas un an d'écart, il y a une immensité d'écart. Et puis ma sœur est arrivée après, lui il s'est retrouvé... comme vous savez, le pied dans la porte de l'ascenseur, quoi. C'est très très compliqué. Et où qu'il ait pu se tourner, il n'y avait pas de besoin de lui, en fait. Et après, il y a eu nos nuits de frayeur. Et c'est compliqué, ces enfants qui sont entre deux choses, comme ça. Oui, l'entre-deux, c'est toujours difficile. Je suis en train de penser, Jean-Noël, ça occasionne de très jolies scènes sur le déséquilibre dans les familles, entre la place que l'on accorde aux fils et aux filles, au fait que Isabelle, c'est une petite fille à laquelle on ne fêtait jamais son anniversaire. Et elle ne disait rien. Mais elle a passé sa vie à rattraper ça. Voilà. Et d'ailleurs, je me demande si on ne passe pas la vie à rattraper comme ça des petites choses. Et c'est vrai qu'on ne fêtait jamais l'anniversaire, mais on ne fêtait rien du tout à la maison. On ne fêtait ni Noël, ni le jour de l'an. On était vraiment une petite... on était 4, le père, la mère, ma sœur et moi, complètement isolés dans une communauté pied-noir elle-même, pas très importante. Donc, j'ai jamais connu la fête à la maison. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai tant fait la fête après moi-même dans l'existence, à un moment donné, parce que Isabelle rêvait de voir ce gâteau illuminé de bougies, peu importe le nombre, derrière les baies vitrées de l'appartement d'en face. Elle n'a cessé de dire, est-ce que ce jour arrivera ? Et ce jour n'est jamais arrivé dans la famille, mais là, depuis, l'anniversaire revêt une importance considérable. Elle rame toutes ses amies, elle exige des cadeaux de tout le monde, elle garde les papiers d'emballage des cadeaux soigneusement dans l'armoire. Si une amie a le malheur, une année, de faire un cadeau moins beau que l'année précédente, elle lui fait la tête pendant une année. Voilà. Donc, vous voyez, il y a comme ça des symboles de l'existence qu'on arrive. Et moi, je rêve, vous savez, justement, de voir. J'ai tellement rêvé de voir la famille française, le Noël, vous savez, avec le sapin, etc. Que aussi, vous savez, dès que je vois un appartement avec un beau sapin, que je suis invité, je suis très content. Avis à toutes les habitations. Non, mais c'est vrai qu'il y a comme ça des sortes de manques de. Mais c'était aussi un autre pays, c'était un autre climat, à tous les sens du terme, hein, voyez. C'était autre chose, il n'y a pas à regretter non plus, outre mesure. Mais l'écriture est faite aussi de ces petits regrets, je crois, de ces petits détails qui créent que, vous savez, chez un enfant, l'absence de sapin ou l'absence de bougie,
ça peut résonner très fort en lui-même, surtout chez un enfant. L'enfant compare. C'est la comparaison qui crée déjà le chagrin de l'enfant, qui compare avec les voisins. Pourquoi toujours cet enfant dit « Pourquoi pas moi ?» Alors pourquoi n'ai-je pas des parents tranquilles? Pourquoi n'ai-je pas mon Noël? Pourquoi n'ai-je pas mon anniversaire? Et à ce pourquoi, on n'a pas de réponse. Donc l'écrivain essaie de donner une réponse plus tard, mais celui ou celle qui n'écrit pas n'arrive pas à trouver de réponse, soit en lui-même ou en elle-même. On peut les trouver dans les livres. Il peut les trouver en lisant, voilà. Bien sûr. Oui, en lisant. Mais ça ne suffit pas toujours, là, parce que ça arrive toujours à quelqu'un d'autre, même dans les livres. C'est toujours un autre, c'est un personnage. Ce n'est pas soi-même. J'ai été très, très frappée. Il y a pas mal de choses qui relient vos deux livres. D'abord parce qu'ils sont très émouvants sur cette complexité des liens avec les frères et les sœurs. Mais dans le récit, dans la façon dont vous les construisez, j'étais frappée par le fait que vous mêlez tous les temps. Quand vous évoquez la vie de vos frères ou sœurs, vous mélangez toutes les époques. Un peu comme si le fait de se souvenir de quelqu'un dont on essaye de restituer la vie, ça a instauré un ordre qui ne peut pas être l'ordre de la chronologie, finalement. C'est un autre ordre qui s'installe, celui de l'écriture, celui de la remémoration. Mais ça ne peut pas être chronologique. Je ne sais pas, dans mon cas, ça aurait pu l'être, dans le cas de Jean-Noël aussi. Moi, j'ai lu son livre, il y a une balade, et qui dit balade, il y a aussi des chemins de traverse, ça part, puis ça revient, il y a des boucles comme ça très belles. Par exemple, j'ai un passage moi, qui m'a beaucoup touché sur le bleu. Les bleus, il fallait les robes bleues, les uniformes bleus. C'est à gauche, une page de gauche, et puis en bas. Sous les pins. Et c'est très très beau parce qu'il parle de cette envie qu'on a d'aller se mettre. Il faut des costumes bleus à l'école, oui. Et il y a des chants de bleuets. Et il dit ça serait si beau de pouvoir se plonger avec Isabelle dans les fleurs pour que ça teinte nos vêtements. Il y a comme ça, je pense, des digressions poétiques qui sont belles et qui sont liées à la forme narrative qu'il a choisie pour moi, de la balade. Comme ça, il nous prend la main, puis parfois on se dit mais je suis on s'en fout. Ils sont là, quoi, les moments, les émotions. Dans mon cas, c'est un peu différent, c'est plus mécanique au sens où c'est daté, chaque photo, chaque Polaroid est daté. Mais j'ai absolument pas voulu faire une chronologie du début à la fin parce que ça n'a pas de sens. J'ai rassemblé les images par thème. Plutôt la joie, la déchéance. Alors la joie, il y en a quand on a 5 ans, il y en a quand on a 40 ans. Puis je mélange tout ça, mais par thème, je trouve que c'est plus important. Et je pense que quand on écrit, il y a un présent, il y a le présent de l'écriture. Alors là, c'est comparable chez Jean-Noël et moi, parce qu'il y a un moment où il y a une écriture, où il y a un jeu littéraire qui écrit l'histoire, et qui est un peu le centre. Et à partir de ça, on va ailleurs, on part pas de voilà, je suis un petit enfant, il se regarde, puis je suis devenu un écrivain, puis je raconte l'histoire de ma sœur, et moi pareil. Donc je pense que la chronologie, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la montée en puissance ou la chute dans les sentiments, dans le cœur, dans l'invisible, dans ce qu'on retient de l'effondrement possible de ce qu'on aime, quoi. C'est ça qui... moi, ce qui me frappe, c'est les couleurs dans le livre de Jean-Noël. Le turban rose, par exemple. Pour moi, Isabelle sera ce turban rose, et je ne pourrai plus jamais voir un turban rose sur une tête sans penser à sa sœur, et elle sera vivante à jamais tant que je verrai des turbans roses. Et peu importe quand elle l'a porté, c'est ça. Ce qu'on essaie de raconter, c'est de créer des images. Des impressions, et des tableaux, et on s'en fout de quand ils datent, ils sont éternels déjà. Oui, ce qui fait que le portrait d'Isabelle, c'est par petites touches, en fait, qu'il se compose. Mais moi j'écris, et Grégoire aussi sans doute écrit son livre par petites touches. Mais vous savez, quand on se souvient pas chronologiquement. C'est ça. Même dans la vie, même si vous marchez le long du lac et que vous méditez, les choses ne viennent pas chronologiquement jamais. Elles viennent en désordre, mais dans un désordre très particulier. Donc c'est beaucoup plus même naturel, je dirais, de ne pas écrire chronologiquement. C'est la chronologie qui est artificielle. Sinon, bien sûr, le lecteur aussi a droit à une certaine clarté. Il faut faire attention à ne pas l'égarer, mais il faut aussi lui faire partager des émotions dans leur désordre naturel. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Grégoire, c'est le côté brut des choses, le côté âpre aussi de la confrontation avec le noir, avec l'abîme, quel que soit le moment. Ça, c'est très fort. Moi, ça m'a empoigné. Et puis souvent, moi, je l'ai aimé, ton frère.
si tu veux. Je l'ai aimé parce que je me suis dit, pourquoi, au fond, il n'y a pas eu jamais, il y a de raison principale de son effondrement et de sa chute. Il est tombé, on ne saura pas exactement à quel moment et pourquoi. Il y a des scènes très très belles où il retrouve aussi les activités de son frère pendant une certaine période et qui sont des activités subalternes, genre manutentionnaire, c'est très beau, qui était caché. Donc il y a aussi, le roman est là pour essayer de dire la vérité, de se dire la vérité. Grégoire aussi, ce qui est très beau dans son livre, il ne s'épargne pas. Il ne s'épargne pas, au contraire, tu cherches toutes les raisons de dire j'ai eu tort, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû aller vers lui, j'aurais dû faire davantage, ne pas le laisser s'effondrer. Parce que lui-même avait le goût de l'effondrement. Et ça, peut-être aussi, on rejoint quelque chose, c'est que tout écrivain peut être ce goût de la chute, de la perdition. Et que des êtres, par exemple comme Isabelle, sont là pour vous sauver, vous ramener vers la vie. Parce que, quand même, d'écrire, ça vous construit, mais ça vous démolit aussi. Ça vous démolit d'écrire un livre. Et donc, quand on ressort d'un livre, on est vraiment en ruine. Et donc, il y a aussi, heureusement qu'Isabelle a souvent été là pour me dire, bon, ben, ça va, c'est fini, maintenant on revient vers l'existence. Et il faut, autour des écrivains, des personnes qui soient plus dans la vie. Parce qu'un livre, je crois que Grégoire le dit, ne vous sauve jamais de rien, vraiment. Et donc, il le dit aussi, la mort, c'est quelque chose de dégueulasse. Je crois que tu le dis, ce sont tes propres mots, pas tout à fait, si. Puis dit par toi, ils sont encore plus beaux, je trouve. Voilà. Et donc, comment ? Dit par toi, ils sont encore plus beaux. Bon, moi, j'ai pas fait exprès, mais j'ai cru. Donc, j'ai assez bonne mémoire, quand même, donc, encore. Et donc, il y a. Moi, j'admire les êtres comme ça, qui sont beaucoup plus. Un écrivain n'est jamais complètement dans la vie. Me semble-t-il, je ne vais pas faire de cas général. Il y a toujours un léger décalage. Et il y a heureusement des êtres solaires qu'il rencontre et qui le ramènent vers l'existence. Mais au sujet de cette question de sauver, on peut se poser la question, au sujet de vos deux romans, que cherche-t-on à rattraper ou à sauver précisément en écrivant sur un frère ou sur une sœur ? En quoi l'écriture peut sauver ? Et si elle sauve quoi ? Elle sauve déjà la personne en question. C'est-à-dire que tout livre est un livre d'hommage. On rend hommage. Moi, j'ai écrit un livre sur mon père après sa disparition, puis un livre sur ma mère après sa disparition. C'est une manière de rendre hommage. Et aussi, quand même, de rétablir la balance. La balance. Parce que quand on est adolescent, ou même plus jeune, on a tendance à être négatif sur la personne, sur son père ou sa mère. Avec le temps, tout s'amortit, tout s'adoucit. Et donc, un livre, ça sert quand même à être juste, à essayer d'être juste. Alors, on sauve la personne et on se sauve peut-être un petit peu soi-même. Voilà. Mais on ne se sauve pas entièrement. C'est pas une entreprise de sauvetage, un livre. Hein. C'est pas une bouée. Voilà. On vous renvoie, vous noyez, vous allez vers le fond, ben, vous verrez bien après, quoi. Un hommage, c'est une formule qui vous convient pour ce qui concerne votre roman. C'est un hommage rendu à votre frère ? Je sais pas, ça veut dire hommage. Je comprends le mot. Je comprends le mot, mais je sais pas, c'est un mot que j'ai jamais utilisé. Je crois que c'est la première fois que je dois le prononcer. Prononce-le. Là, hommage, hommage, qui rime avec fromage. Non, je sais pas si j'ai voulu rendre hommage. J'ai voulu rendre hommage à la littérature aussi, en disant que c'est les mots qui doivent avoir le dernier mot et pas la mort, par exemple. C'est pas la mort qui arrête les choses et qui arrête les gens. Tant qu'on peut les écrire, on dépasse ça. C'est la question très très compliquée. Je crois que dans le livre, il y a un moment, la littérature, ça pue beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'arrogance. Et je pose même la question dans le livre, ça sauve de quoi ?
Et je crois que ça ne sauve pas de grand-chose. Moi, je me souviens, et c'est une des réponses que je donnerai, et je l'aime d'autant qu'elle n'est pas de moi, c'est ce monsieur dont j'ai oublié le nom, là tout de suite, qui avait écrit « Vous n'aurez pas ma haine » après que sa femme fut assassinée au Bataclan. Et on lui posait la question, est-ce que l'écriture sauve, est-ce qu'elle est thérapeutique ? Il a répondu, après le succès incroyable de son très beau livre, il a dit « Non, ça ne sauve pas la littérature, c'est une parenthèse dans le chagrin ». Et j'aime bien ça. Et moi, ce livre-là, c'est une parenthèse dans mon chagrin. C'est une petite île comme ça où je me pose, où on se pose, où on met des mots sur une page blanche, et puis il y a le tumulte autour. Mais il y a un endroit qui est apaisé autour de mon frère, autour de moi, autour de nos frères, de nos disparus, parce qu'à travers lui, on s'en fout de lui, en fait. Énormément de lecteurs m'ont dit, mais des choses très bouleversantes sur les gens qu'eux-mêmes avaient ratés dans leur propre vie. Alors ça peut être un cousin, un voisin, un grand-père. Et tous ces gens qui passent comme ça, invisibles, mais qui ont une splendeur qu'on a laissé filer aussi. Et la littérature, l'art essaie de retenir comme ça ces petites choses splendides de ces gens invisibles qui ont droit à rien, qui n'auront jamais de nom de rue, de nom de place, de plaque commémorative, mais qu'eux, à leur manière, des vies importantes. Et je crois qu'on est là pour rendre, alors c'est peut-être ça, cet hommage-là aux gens qui n'ont pas de mots, quoi. Aux silencieux, aux gens qui ne savent pas écrire. Tu connais comme moi notre ami Mohamed Essaoui, qui travaille avec une association, Les Morts dans la rue, et c'est très très beau, et je crois qu'un livre c'est ça, donc c'est une association à Paris qui essaie de... Quand il y a un mort dans une rue à Paris, on ne sait pas qui c'est, on sait qu'il s'appelle Robert. Alors on va mettre Robert, il avait à peu près 50 ans, donc on ne sait pas son âge. Donc il y a une date incertaine ou pas, puis la date de son décès. Et puis ces gens vont essayer de se renseigner dans le quartier, savoir c'était qui Robert, comment il était, pour essayer de rendre hommage à l'enterrement de Robert. Je veux dire, il vient de quelque part, il avait des parents, il avait des amis, c'était qui Robert. Et je trouve très très beau cette démarche qui est très littéraire, je trouve d'essayer de savoir qui était ce gars qui était dans la rue, qui dormait là depuis des années, qu'on ne voyait plus, puis qui est mort. Et c'était peut-être un type formidable, et ils ont découvert un journaliste, un écrivain, comme ça, qui était parti dans l'oubli. Il faut faire attention aux gens, quoi. Et l'art, la littérature, ça retient comme ça un petit peu les gens qui s'effritent. Et c'est important pour moi. Oui, la littérature ne fait pas de hiérarchie. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on peut aimer tout le monde à la fois, et surtout on ne catégorise pas les personnes. Et un écrivain va spontanément vers tous et toutes. Ça, on apprend ça à l'écriture, et l'écriture vous fait du bien pour ça. C'est-à-dire, on ne fait pas de différence entre les êtres, et le fait de ne pas faire de différence dans les êtres dans l'écriture fait qu'on ne fait plus ensuite de différence dans la vie. Donc c'est quand même, voilà, on va dans un certain sens grâce à l'écriture. Je crois que les écrivains sont quand même des gens assez gentils, je crois. Non, mais c'est pas pour pas dire. tous, mais il y en a là quelques-uns, on ne donnera pas les noms des méchants qui sont là. Ils sont nombreux, il y en a. Je les montrerai discrètement quand vous viendrez tout à l'heure. Ça me fait du bien. Dis du bien. Laissez-moi mes illusions un petit peu. J'en ai encore quelques-unes, voilà. Ce qui est aussi très intéressant dans vos deux livres, est-ce qu'on peut y trouver... je pense que chacun peut trouver des résonances très nombreuses avec sa propre histoire, parce qu'on voit bien à quel point les êtres les plus proches, en l'occurrence des frères ou des sœurs, sont des personnes qu'au fond on ne connaît pas bien, de même qu'on ne connaît pas ses parents, on ne sait pas qui sont réellement en tant que personne, son père ou sa mère, on en a une vision en tant qu'enfant, mais la réalité de ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains, leur complexité, souvent on a du mal à les cerner. Pour un frère et pour une sœur, c'est pareil, il faut des romans entiers pour arriver à donner des éléments. Oui, mais parce qu'il y a un élément très très important, très souvent entre un frère et une sœur, c'est la pudeur. C'est la pudeur. Moi, avec ma sœur, on est très très proches, mais on est aussi très indépendants l'un par rapport à l'autre. Il n'est jamais question de juger le comportement ou amoureux de l'autre. Jamais, jamais. Et même de tout raconter. Parce que là, c'est pas... Il y a fusion, mais il y a aussi quand même une sorte de distance qui fait qu'on respecte la vie de l'autre, quelle que soit la chose que l'autre fasse. Et ça, c'est très important. Donc, souvent, il y a une grande pudeur d'un garçon et une fille, bien sûr, entre un frère et une sœur. Et ça, c'est une loi qu'on a toujours respectée, ce fait de ne pas tout se dire. Donc, de laisser une part de mystère qui est là toujours. Hein. Tant mieux.
Je crois qu'il ne faut pas être trop transparent l'un à l'autre. Et puis on devine les choses. Bien sûr, on devine quand l'autre va plus ou moins bien, va plutôt mal. Donc on est là. Et si l'autre veut vous raconter, on n'est pas forcément confident à tout effréné, je veux dire, de l'autre. Hein. Mais il faut avoir. Je ne crois pas qu'il faut y avoir les mots, il faut aussi avoir les gestes à un moment donné qui conviennent. Mais la pudeur, c'est important. Vous voyez, c'est la pudeur qu'on m'a inculquée, la pudeur que j'ai toujours voulu respecter, que ma sœur a respectée. C'est important aussi. Et on a beau écrire sur quelqu'un, lui consacrer un roman entier, il garde sa part de mystère. Ce que vient de dire Jean-Noël, je crois que c'est important. Il n'a pas dit ça. Il a dit que dans sa relation avec sa sœur, il y avait une pudeur. Il y avait d'ailleurs qui se dévoile à certains chapitres, oui. qui est très 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 beau, très délicat dans le livre de Jean-Noël, la manière dont il découvre les amours de sa sœur et vice versa d'ailleurs, et comment le corps dans l'eau. Il y a un passage dans l'eau qui est très très beau entre un fantasme, une fantaisie. Il y a des choses comme ça très justement pudiques, très délicates, qui se découvrent sans qu'elles soient montrées. Ça qui est beau. Je pense à Armani, je lisais, il est mort donc hier, et il y avait une citation de lui dans un journal, j'ai lu ce matin, il disait l'élégance, de mémoire, c'est quand on se souvient de vous sans s'être fait remarquer. Son livre, c'est ça, lui. On va se souvenir de sa sœur sans qu'il ait crâné avec ça. Et ça, j'aime bien. Il y a quelque chose d'élégant. Quand j'ai lu ton livre, j'étais un peu, pas jaloux, mais envieux, parce que tu as beaucoup de souvenirs avec elle, beaucoup de balades, beaucoup je ne suis pas Armani, hein. Pardon? Je ne suis pas Armani. Tu comprends. Et non, mais quand j'ai lu, j'ai dit, tiens, il a beaucoup de souvenirs en commun, il a beaucoup de trajets en commun, il a beaucoup de cette petite maison de l'enfance dont tu parlais. Et en fait, tu as écrit quelque chose de très beau sur le plein de quelque chose entre un frère et une sœur, ce plein, la réduction du vide entre vous pour faire face, comme tu le disais, au chaos du monde et au chaos de la maison. Et moi, c'est marrant parce que je repensais en lisant ton livre au mien, et disais, moi j'ai écrit le vide, j'ai écrit le silence, et toi tu as écrit la parole, et finalement ça se rejoint. Et c'est ça qui est beau, et ça se rejoint, mais c'est deux faces d'une même montagne où il y a l'amour à l'arrivée, il y a l'admiration à l'arrivée, il y a le manque, il y a le chagrin, puis il y a l'amour en fait, et que c'est dur. Oui, il y a l'amour. Hein, c'est ça qui compte, c'est que c'est deux livres, enfin je pense, d'amour à l'arrivée, pas avant toute chose, je dirais à l'arrivée de toute chose, c'est ça. Et c'est un amour magnifique parce qu'il ne demande rien en retour, il demande juste d'être là. On va perdre une sœur, on a perdu un frère, mais il y a quelque chose là qui est important et qu'on veut garder et partager et faire dire qu'il y aura toujours ça et que ça dépend de nous, l'amour, et que si on n'y croit plus, bah c'est bon, on n'a rien à foutre là, allez, tous au lac, hein, puis c'est tout. Non mais c'est important parce qu'à l'arrivée, c'est que ça. Oui. Et c'est vrai que ce sont des liens qui sont dans les deux cas, des liens qui sont vraiment bouleversants, très forts, parce que c'est unique, ce lien qui s'établit avec un frère, avec une sœur. C'est bouleversant, je crois, dans le travail, parce qu'il n'y a plus de filtre. À un moment, ça crâne pas, ça ment pas, ça se déguise pas. Et que c'est difficile, quand on écrit, d'arriver à trouver les mots justes qui disent réellement et justement ce qu'ils ont à dire sans qu'il y ait une arrière-pensée. Et ça, c'est un truc de l'enfance. Tu parlais de l'enfance au début, je trouve ça très juste. On ne nous enlèvera jamais ce regard d'enfance. L'enfant, c'est quelqu'un... Il n'y a pas d'arrière-pensée. Voilà, il n'y a pas d'arrière-pensée. Il y a un écrivain. Voilà, j'aime beaucoup cette expression, il n'y a pas d'arrière-pensée. Et tu as écrit et j'ai écrit, il n'y a pas d'arrière-pensée. Voilà. Et ça appartient à l'enfance. Et c'est pour ça que c'est bouleversant. Ça trouble les choses, ça les déforme, tandis qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est pour ça que ce sont des romans d'amour infini. Oui, on espère. On peut dire que amour infini. Oui, il faut voir l'amour infini. L'intitulé de votre rencontre est très très beau. C'est ça, c'est ça un amour infini. Oui. On aimerait que ce soit la définition de l'amour, l'infini. Oui, on aimerait bien. Hein. Ouais. Ça tient qu'à nous. Hein. À l'infini. Arrêtez Tinder, messieurs. J'ai bien envie qu'on s'arrête là-dessus. D'ailleurs, il est l'heure. C'est bien, finir sur l'amour infini. On ne peut pas rester encore une demi-heure. Moi, je veux bien qu'on reste encore une demi-heure ou une heure ou tout ce que vous voulez, mais il me semble qu'il y a d'autres rencontres qui vont... Bon, merci. Et puis, il faut peut-être laisser l'occasion à ceux qui ont été avec nous, et merci de votre présence, de venir vous retrouver sur vos stands respectifs pour venir voir de plus près ce que sont ces deux très, très, très beaux livres que je vous encourage, bien évidemment, à lire. Merci infiniment. Et merci à Catherine aussi, quand même. Merci à vous tous. Voilà.